Le 15 mars 1978, trois jeunes femmes quittent la bibliothèque Sainte-Geneviève à Paris peu après 22 heures. Elles ne rentreront jamais chez elles. Pendant plus de 40 ans, leurs familles vivront sans réponse, sans corps, sans la moindre explication. Jusqu'au jour où des ouvriers, en démolissant un mur dans un vieil immeuble du 13e arrondissement, découvrent un magnétophone cassette dissimulé derrière une fausse paroi. Les enregistrements qu'il contient vont révéler une vérité que personne n'aurait pu imaginer. Qu'est-ce que ces trois étudiantes ont vraiment vécu cette nuit-là? Et pourquoi quelqu'un a-t-il enregistré leurs dernières heures? Avant de continuer avec cette histoire troublante, si vous appréciez les affaires mystérieuses réelles comme celle-ci, abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications pour ne manquer aucune nouvelle enquête. Maintenant, découvrons comment tout a commencé. Paris, automne 1977. La ville vibre encore des échos de mai 68, même si près d'une décennie s'est écoulée. Les universités restent des lieux d'effervescence intellectuelle et politique. Dans le quartier latin, les cafés débordent de discussions passionnées jusqu'à tard dans la nuit. C'est dans cette atmosphère que trois jeunes femmes se rencontrent à la rentrée universitaire. Amélie Fontaine a 21 ans lorsqu'elle arrive à la Sorbonne pour sa 3e année de littérature. Originaire de Lyon, elle a grandi dans une famille de la classe moyenne. Sa mère, Hélène, enseigne dans une école primaire et son père travaille comme comptable dans une entreprise textile. Amélie est le genre de personne qui illumine une pièce par sa simple présence. Ses cheveux châtains coupés au carré encadrent un visage ouvert et expressif. Elle rêve de devenir écrivaine, noircie des carnets entiers de poèmes et de nouvelles. Ses professeurs louent son imagination débordante, même s'ils lui reprochent parfois un manque de rigueur académique. Sophie Leclerc, 22 ans, est l'exact opposé. Parisienne de naissance, elle a grandi dans le 16e arrondissement, dans un appartement bourgeois donnant sur le Trocadéro. Son père, Jean Leclerc, est médecin généraliste à la retraite depuis 2 ans. Sa mère est décédée lorsqu'elle avait 15 ans, d'un cancer foudroyant. Cette perte a transformé Sophie en une jeune femme réservée, presque austère. Elle étudie l'histoire de l'art, avec une méticulosité obsessionnelle, passe des heures à analyser chaque détail d'une œuvre, prend des notes d'une écriture minuscule et parfaitement ordonnée. Ses longs cheveux noirs sont toujours attachés en un chignon strict. Elle porte invariablement des vêtements sombres et évite le maquillage. Margot Villeneuve, la plus jeune à 20 ans, vient de Bordeaux. Issue d'une famille aisée de viticulteurs, elle a choqué ses parents en choisissant la philosophie plutôt que de reprendre l'exploitation familiale. Son frère aîné, Antoine, ingénieur établi à Toulouse, a soutenu sa décision malgré les tensions familiales. Margot est passionnée, impulsive, toujours prête à défendre une cause. Elle milite activement pour les droits des femmes, participe à des manifestations, distribue des tracts dans le quartier latin. Ses cheveux blonds bouclés tombent librement sur ses épaules et elle porte souvent des vêtements colorés qui reflètent son tempérament ardent. Ces trois femmes si différentes se rencontrent par hasard en octobre 1977 dans un petit café de la rue Mouffetard. Le refuge, tenu par Madame Blanchard, une femme d'une 50aine d'années au sourire maternel, devient rapidement leur quartier général. Elles y passent des après-midi entiers à discuter de littérature, d'art, de politique, de leurs rêves et de leurs peurs. Amélie apporte la légèreté, Sophie la profondeur analytique, Margot la passion révolutionnaire. Au fil des mois, leur amitié se renforce. Elles forment un trio inséparable, facilement reconnaissable sur le campus. Les autres étudiants les surnomment les trois mousquetaires, même si elles sont 4 en comptant Luc Chevalier, un étudiant en droit de 23 ans qui gravite constamment autour d'elles. Luc est grand, dégingandé, avec des lunettes rondes qui lui donnent un air d'intellectuel distrait. Il est secrètement amoureux d'Amélie, un fait que tout le monde connaît sauf elle, absorbée par ses rêves littéraires. Elles partagent une chambre à 3 dans une résidence étudiante de la rue Claude Bernard, dans le 5e arrondissement.
L'appartement est minuscule, avec une kitchenette, une salle de bain commune et une chambre où elles ont entassé 3 lits simples. Les murs sont couverts d'affiches de films, de reproductions de tableaux et de citations philosophiques griffonnées sur des feuilles punaisées au hasard. Bernard Arnault, le gardien de l'immeuble, un homme d'une 60aine d'années au visage buriné, les apprécie particulièrement. Il leur apporte parfois des croissants le dimanche matin et ferme les yeux quand elles rentrent après le couvre-feu théorique de 23 heures. L'hiver 77-78 est particulièrement rigoureux. Paris se couvre de neige à plusieurs reprises, une rareté pour la capitale. Les 3 amis passent leur soirée blottis sous des couvertures, à étudier ou à discuter en buvant du thé. Amélie écrit son mémoire sur l'influence du surréalisme dans la littérature contemporaine. Sophie travaille sur une analyse des représentations féminines dans la peinture de la Renaissance. Margot se passionne pour Sartre et Beauvoir, rédige une dissertation ambitieuse sur l'existentialisme et le féminisme. En février 1978, quelque chose change. Margot devient plus secrète, sort parfois seule le soir, sans expliquer où elle va. Quand Amélie ou Sophie lui posent des questions, elle répond vaguement qu'elle assiste à des réunions politiques. Un soir, fin février, elle rentre à l'appartement avec des tracts qu'elle cache rapidement dans son sac lorsque ses amis entrent dans la chambre. Sophie remarque que ces tracts sont différents de ceux habituellement distribués par les groupes féministes du campus, mais elle ne dit rien. Le 10 mars, Margot propose à ses amis de l'accompagner à une réunion spéciale prévue pour le 15 mars au soir. Elle explique qu'il s'agit d'un groupe de réflexion sur la justice sociale, que des personnes importantes seront présentes, que cela pourrait être enrichissant pour leurs études respectives. Amélie accepte immédiatement, toujours enthousiaste face à de nouvelles expériences. Sophie hésite, elle a prévu de travailler sur son mémoire, mais finit par céder devant l'insistance de Margot. Mercredi 15 mars 1978. La journée commence de manière ordinaire. Le réveil sonne à 7h30. Sophie est la première debout, comme toujours. Elle prépare du café dans la petite cafetière italienne qui trône sur le réchaud à gaz de la kitchenette. L'odeur réveille progressivement Amélie, qui émerge difficilement, les cheveux en bataille. Margot, elle, reste enfouie sous ses couvertures jusqu'à ce qu'Amélie la secoue gentiment. Elles prennent leur petit déjeuner ensemble, du pain avec de la confiture et le café fort que Sophie prépare à la perfection. La conversation est légère. Amélie raconte un rêve étrange qu'elle a fait où elle volait au-dessus de Paris. Sophie consulte ses notes pour le cours de 10 heures. Margot semble nerveuse, agite sa cuillère dans sa tasse sans vraiment boire. À 8h45, elle quitte l'appartement. Bernard Arnault balaie l'entrée de l'immeuble. Il leur souhaite une bonne journée, remarque que Margot a l'air préoccupée. « Tout va bien, mademoiselle Villeneuve ?» demande-t-il. Margot lui sourit, assure que tout est parfait. C'est la dernière fois qu'il les verra vivantes. La matinée se déroule normalement. Amélie assiste à un cours sur Baudelaire, prend des notes désordonnées, remplies de commentaires personnels dans les marges. Sophie passe 2 heures à la bibliothèque d'art, examine des reproductions de tableaux de Botticelli. Margot a un séminaire de philosophie politique, mais plusieurs étudiants remarqueront plus tard qu'elle semblait ailleurs, consultait fréquemment sa montre. À 12h30, elles se retrouvent au refuge pour déjeuner. Madame Blanchard leur sert la soupe du jour, une potée aux légumes avec du pain frais. Luc Chevalier les rejoint. Il parle avec animation d'un cours sur le droit constitutionnel, tente maladroitement de faire rire Amélie. Sophie mange en silence, plongée dans un livre. Margot picore à peine son assiette. Vers 13h15, Luc demande ce qu'elles font ce soir. Margot répond rapidement qu'elles ont prévu d'étudier à la bibliothèque. Amélie la regarde avec surprise, mais ne la contredit pas. Sophie fronce légèrement les sourcils. Luc propose de les accompagner. Il doit lui aussi travailler sur un dossier. Margot refuse poliment, dit qu'elles ont besoin de se concentrer entre elles sur leurs mémoires respectifs. Luc insiste, mais Margot reste ferme. Il finit par abandonner, légèrement vexé. L'après-midi, elles se séparent. Amélie a un atelier d'écriture créative de 15h à 17h. Sophie retourne à la bibliothèque d'art.
Margot affirme avoir rendez-vous avec son directeur de mémoire, mais l'université confirmera plus tard qu'aucun rendez-vous n'était prévu. À 18h30, elles se retrouvent à l'appartement. Margot semble plus détendue maintenant. Elle annonce que la réunion aura lieu dans un local près de la place d'Italie, dans le 13e arrondissement. Elles devront prendre le métro jusqu'à la station Place d'Italie, puis marcher quelques minutes. La réunion commence à 20h30. Sophie suggère de dîner avant de partir. Elle prépare rapidement des pâtes avec une sauce tomate basique. Mangent en vitesse. Margot vérifie plusieurs fois qu'elle a bien tout ce qu'il faut dans son sac, un grand sac en tissu bleu marine. Amélie emporte un carnet, au cas où elle aurait des idées à noter. Sophie prend seulement son portefeuille et ses clés. À 19h45, elle quitte l'appartement. Bernard Arnault ne les voit pas sortir, il regarde la télévision dans sa loge. Elle marche jusqu'à la station de métro Sancier-d'Aubenton, descendent les escaliers. Il fait froid, environ 5 degrés. Amélie a oublié son écharpe, se plaint gentiment. Sophie lui prête la sienne sans hésiter. Le métro arrive rapidement. Plusieurs personnes se souviendront plus tard de les avoir vues dans la rame. 3 jeunes femmes qui parlaient à voix basse, Margot semblait donner des instructions. Le trajet dure environ 15 minutes. Elles sortent à Place d'Italie vers 20h15. La place est animée malgré le froid. Des gens rentrent chez eux après le travail. Des commerces sont encore ouverts. Margot consulte un papier, prend la direction de l'avenue d'Italie. Elles marchent environ 10 minutes, tournent dans une rue plus calme, puis dans une autre encore plus sombre. Un homme qui promenait son chien rue Nationale se souviendra de les avoir croisés vers 20h25. 3 jeunes femmes qui marchaient vite. L'une d'elles tenait une adresse à la main. Elles ont tourné dans une petite rue perpendiculaire. À 20h30, personne ne les voit plus. À 21h, la bibliothèque Sainte-Geneviève ferme ses portes. Luc Chevalier y a passé la soirée, espérant les croiser. Il est surpris de ne pas les avoir vues, mais pense qu'elles sont peut-être allées dans une autre bibliothèque. À 23h, Bernard Arnault constate que les 3 étudiantes ne sont pas rentrées. C'est inhabituel, mais pas alarmant. Elles ont déjà passé des nuits chez des amis, même si elles préviennent généralement. Jeudi 16 mars, 7h du matin. Bernard Arnault frappe à leur porte. Pas de réponse. Il utilise son passe pour vérifier. L'appartement est vide, les lits n'ont pas été défaits, la vaisselle du dîner de la veille est encore dans l'évier. À 8h30, il téléphone à l'administration de l'université. À 9h, on contacte les familles. À 10h, Hélène Fontaine appelle depuis Lyon, la voix tremblante. Jean Leclerc se présente personnellement à l'université à 11h. Antoine Villeneuve prend le premier train depuis Toulouse. À 13h, les 3 familles portent plainte pour disparition inquiétante au commissariat du 5e arrondissement. L'inspecteur Henri Garnier, un homme d'une 50aine d'années, aux cheveux grisonnants, prend leur déposition. Il est méticuleux, note chaque détail, l'âge des jeunes femmes, leur description physique, leurs derniers vêtements connus. Amélie portait un jean, un pull rouge et une veste en laine beige. Sophie, un pantalon noir, un col roulé gris et un manteau sombre. Margot, une robe longue à motifs floraux sous un manteau violet. L'enquête commence immédiatement. Les policiers interrogent Bernard Arnault, les autres résidents de l'immeuble, les commerçants du quartier. Personne n'a rien remarqué d'inhabituel. On retrouve Luc Chevalier à l'université. Il est effondré, raconte le déjeuner de la veille, l'étrange insistance de Margot pour étudier seule. Le vendredi 17 mars, l'inspecteur Garnier élargit les recherches. Des avis de recherche sont placardés dans tout le quartier latin. Les photographies des 3 jeunes femmes apparaissent dans les journaux. La disparition commence à attirer l'attention médiatique. Le samedi 18 mars, une découverte. Un clochard qui fouille les poubelles près du jardin du Luxembourg trouve le sac bleu marine de Margot. Il contient ses papiers d'identité, un peu d'argent, des livres de philosophie. Mais aussi quelque chose d'étrange, un tract tapé à la machine, parlant d'une réunion pour discuter de l'avenir de notre mouvement. Aucune adresse n'est mentionnée. Le dimanche 19 mars, nouvelle découverte. Le portefeuille de Sophie est retrouvé dans une bouche d'égout rue Mouffetard.
Il contient encore de l'argent et ses cartes. Pourquoi l'aurait-elle jeté? Le lundi 20 mars, le carnet d'Amélie apparaît sur un banc du jardin des plantes. Ses dernières pages sont vierges. La dernière entrée date du 14 mars, la veille de la disparition. Elle y écrivait un poème sur le printemps qui arrive. Ces découvertes ne mènent nulle part. Les objets ont été manipulés par trop de gens. Aucune empreinte exploitable. Pourquoi étaient-ils dispersés dans différents endroits? Quelqu'un les avait-il délibérément placés là? Les semaines qui suivent, le 15 mars 1978, se transforment en cauchemar pour les trois familles. L'inspecteur Garnier multiplie les interrogatoires, fouille l'appartement de la rue Claude Bernard, centimètre par centimètre. Il fait analyser les cahiers de cours, les lettres personnelles, les agendas. Rien n'indique une fugue planifiée. Au contraire, tout suggère que les trois jeunes femmes comptaient rentrer ce soir-là. Leurs affaires de toilette sont dans la salle de bain. Le loyer du mois suivant était déjà préparé dans une enveloppe sur la table de la cuisine. Hélène Fontaine s'installe dans un petit hôtel du 5e arrondissement. Elle ne peut pas retourner à Lyon sans sa fille. Chaque matin, elle marche dans le quartier latin, distribue des tracts avec la photo d'Amélie, interroge les passants. Son mari la rejoint les week-ends, le visage de plus en plus creusé par l'angoisse. Leur vie à Lyon se désintègre lentement. Hélène finit par prendre un congé sans solde de son poste d'enseignante. Jean Leclerc, le père de Sophie, mobilise ses anciennes relations du milieu médical. Il finance des détectives privés, offre une récompense de 50 000 francs pour toute information. Son appartement du 16e arrondissement devient un centre de coordination informelle. Des bénévoles y affluent, organisent des battues dans les bois entourant Paris, drainent les étangs, explorent les carrières abandonnées. Chaque week-end pendant des mois, des dizaines de personnes passent au peigne fin les environs de la capitale. Antoine Villeneuve démissionne de son poste d'ingénieur à Toulouse et s'installe à Paris. Il dort sur le canapé de l'appartement de son père, mais passe ses journées à mener sa propre enquête. Il interroge les militants des groupes politiques que fréquentait sa sœur, assiste aux réunions, prend des notes compulsives. Il est convaincu que la clé se trouve dans les activités politiques de Margot. Luc Chevalier sombre dans la dépression. Il abandonne ses études de droit au mois de mai. Ses parents, inquiets, le ramènent dans leur maison de Normandie. Il passe l'été à ruminer, se reprochant de ne pas avoir insisté davantage pour les accompagner ce soir-là. Et si sa présence aurait tout changé? Cette question le hante. Madame Blanchard, la propriétaire du refuge, place une photo des trois amis au-dessus du comptoir. Elles refusent d'enlever leur table habituelle près de la fenêtre, la garde réservée comme si elles allaient revenir. Les habitués du café respectent cette décision silencieuse. Pendant des années, cette table restera vide. L'enquête officielle piétine. L'inspecteur Garnier explore toutes les pistes. La théorie d'un enlèvement crapuleux est rapidement écartée, aucune demande de rançon n'arrive. L'hypothèse d'un crime passionnel est examinée. Luc est longuement interrogé, ses alibis vérifiés et contre-vérifiés. Il était bien à la bibliothèque Sainte-Geneviève. Plusieurs témoins le confirment. Des témoignages contradictoires émergent. Une femme affirme avoir vu trois jeunes filles, correspondant à leur description, monter dans une voiture noire, rue Nationale, vers 20h30 le 15 mars. Mais elle ne peut pas identifier la marque du véhicule. Un étudiant prétend avoir aperçu Amélie seule à la gare de Lyon le 17 mars. La police vérifie, mais les employés de la gare ne peuvent rien confirmer. Une vendeuse d'un magasin de vêtements du Marais jure avoir servi Sophie le 20 mars. Quand on lui montre d'autres photos, elle hésite, reconnaît finalement qu'elle n'est plus sûre. En juin 1978, l'affaire passe en première page du Figaro. L'article détaille la disparition, évoque les théories. Cela génère un déluge de faux témoignages. Des dizaines de personnes appellent, certaines sincèrement convaincues, d'autres manifestement déséquilibrées. Une femme de Marseille affirme que les trois étudiantes vivent chez elle. La police se déplace, découvre qu'elles souffrent de troubles psychiatriques sévères. Un homme de Lille prétend les avoir vues embarquer sur un bateau pour l'Angleterre. L'enquête révèle qu'ils n'étaient même pas dans la région en mars.
L'été arrive, Paris se vide de ses étudiants. Le campus devient étrangement silencieux. Les familles continuent leurs recherches, mais l'espoir s'effrite progressivement. Hélène Fontaine pleure toutes les nuits dans sa chambre d'hôtel. Jean Leclerc développe des insomnies chroniques, arpente son appartement jusqu'à l'aube. Antoine Villeneuve remplit des carnets entiers de notes, dessine des organigrammes, tentant de relier tous les éléments connus. En septembre, la rentrée universitaire ravive l'attention médiatique. De nouveaux étudiants arrivent, découvrent l'histoire. Certains organisent une marche silencieuse du Panthéon à la place d'Italie. Plus de 200 personnes y participent. Les familles marchent en tête, portant des photos agrandies des disparus. Les journalistes sont présents, filment, photographient. Le 20h de TF1 diffuse un long reportage. Mais après cette brève résurgence, l'affaire retombe progressivement dans l'oubli médiatique. D'autres nouvelles occupent les manchettes. La vie continue. Pour le reste du monde, les trois étudiantes deviennent une histoire tragique parmi d'autres. Pour leurs proches, c'est une plaie qui ne cicatrise jamais. Les années passent. 1979, 80, 81. L'inspecteur Garnier prend sa retraite en 1983. Il remet le dossier à son successeur avec un sentiment d'échec. Dans son discours de départ, il mentionne cette affaire comme son plus grand regret professionnel. Hélène Fontaine retourne finalement à Lyon en 1980. Elle reprend l'enseignement, mais ses collègues remarquent qu'elle n'est plus la même. Elle a les yeux constamment cernés, sursaute au moindre bruit. Elle garde la chambre d'Amélie exactement comme elle était, change les draps toutes les semaines comme si sa fille allait rentrer. Jean Leclerc vend son appartement du Trocadéro. Les souvenirs y sont trop douloureux. Il déménage dans un studio près du Jardin des Plantes. Il passe ses journées à marcher dans le quartier latin, sur les traces de Sophie. Certains commerçants le reconnaissent, détournent le regard avec gêne. Que peut-on dire à un homme qui a perdu son unique enfant sans explication? Antoine Villeneuve finit par accepter un poste d'ingénieur à Paris. Il ne renonce jamais vraiment, continue d'appeler régulièrement le commissariat, de vérifier si de nouvelles pistes ont émergé. La réponse est toujours la même. Non, monsieur Villeneuve, aucun développement. Nous n'oublions pas, mais nous n'avons rien de nouveau. Le dossier reste officiellement ouvert, comme tous les dossiers de personnes disparues. Mais dans les faits, plus personne n'y travaille activement. Les années 90 arrivent, le monde change. Internet apparaît, les téléphones portables se démocratisent, Paris se transforme. Le quartier de la place d'Italie est rénové, des immeubles sont démolis, d'autres construits. En 2003, Hélène Fontaine meurt d'une crise cardiaque à 68 ans. Jusqu'à son dernier souffle, elle a espéré revoir Amélie. À ses funérailles, Jean Leclerc est présent. Les deux parents se sont soutenus pendant toutes ces années, unis par leur douleur commune. Jean a maintenant 85 ans, marche avec une canne. Il survit à Hélène de 2 ans, s'éteint paisiblement en 2005. Antoine Villeneuve, lui, est toujours vivant en 2019. Il a 63 ans. Il s'est marié, a eu 2 enfants, mais n'a jamais cessé de chercher sa sœur. Chaque 15 mars, il se rend sur les lieux où Margot a été vue pour la dernière fois. Il dépose des fleurs rue Nationale, à l'endroit approximatif où le témoin au chien les avait croisées. Le dossier de l'affaire dort maintenant dans les archives de la préfecture de police de Paris. Des centaines de pages d'interrogatoires, de rapports, de photos, des théories explorées et abandonnées, des pistes suivies jusqu'à des impasses. Tout est là, soigneusement classé, attendant qu'un miracle se produise. En 2010, une journaliste spécialisée dans les cold cases consacre un podcast à l'affaire. Elle interroge Antoine, relie tous les documents disponibles, propose de nouvelles hypothèses. L'émission génère un certain intérêt, quelques nouveaux témoignages arrivent, mais aucun n'apporte d'éléments concrets. Une femme se souvient avoir vu des jeunes filles près d'un bâtiment abandonné du 13e arrondissement en 1978, mais elle ne peut pas être plus précise. Un ancien étudiant raconte que Margot lui avait parlé d'un groupe politique secret, mais il n'a jamais su lequel. Le temps continue son œuvre inexorable. Les témoins vieillissent, leurs souvenirs se brouillent. Certains meurent
emportant avec eux des informations qui auraient pu être cruciales. Bernard Arnault, le gardien qui les a vus partir ce 15 mars, décède en 2015 à 97 ans. Madame Blanchard ferme le refuge en 2012, trop âgée pour continuer. La photo des 3 amis la suit dans sa maison de retraite. Luc Chevalier est devenu avocat malgré tout. Après avoir repris ses études en 2000, il vit à Rouen, rarement revient à Paris. Quand il le fait, il évite soigneusement le quartier latin. Trop de fantômes. Il s'est marié, divorcé, n'a jamais eu d'enfant. Lors de rares entretiens, il admet que la disparition d'Amélie a probablement détruit sa capacité à s'attacher vraiment à quelqu'un. Janvier 2019. Le 13e arrondissement de Paris connaît une transformation urbaine majeure. Un vieux bâtiment industriel de la rue Nationale, abandonné depuis des décennies, est voué à la démolition. L'immeuble date de la fin du 19e siècle, a servi d'atelier de confection jusqu'aux années 70, puis a été laissé à l'abandon. Les vitres sont brisées, les murs tagués, le toit partiellement effondré. La société de construction mandatée pour le projet doit d'abord sécuriser et vider le bâtiment avant la démolition prévue pour mars. Une équipe de 5 ouvriers commence le travail le lundi 7 janvier. Ils portent des casques, des masques anti-poussière, des gants épais. L'intérieur est un chaos de débris, de gravats, de vieux meubles pourris. Le chef d'équipe, Karim Benali, un homme de 42 ans originaire de Montreuil, supervise les opérations. Il progresse méthodiquement, étage par étage. Le rez-de-chaussée ne contient rien d'intéressant, juste des détritus accumulés au fil des ans. Le premier étage révèle d'anciennes machines à coudre industrielles, rouillées et inutilisables. Le mercredi 9 janvier, l'équipe attaque le 2e étage. L'un des ouvriers, Samir Khalil, 28 ans, découvre une pièce dont la porte a été murée. Ce n'est pas inhabituel dans les vieux bâtiments. Souvent des espaces étaient condamnés pour diverses raisons. Karim décide de l'ouvrir quand même, par acquis de conscience. Ils utilisent une masse pour briser le mur de briques. Le mortier est vieux, friable, cède facilement. Derrière, ils découvrent une petite pièce d'environ 15 mètres carrés. Pas de fenêtre, juste 4 murs nus et un plafond fissuré. Le sol est en bois, couvert d'une épaisse couche de poussière. Au fond de la pièce, contre le mur, il y a une vieille caisse en bois. Karim s'approche, soulève le couvercle. À l'intérieur, enveloppés dans un tissu gris décomposé, plusieurs objets. Des cassettes audio, un magnétophone cassette, de marque Philips, modèle courant dans les années 70, un carnet aux pages jaunies, et quelque chose d'autre, des vêtements soigneusement pliés. Samir remarque des taches sombres sur le tissu. « Karim, je crois qu'on devrait appeler la police », dit-il d'une voix hésitante. Karim examine plus attentivement. Les taches pourraient être du sang, même si après tant d'années, il est difficile d'en être certain. Il sort son téléphone portable, compose le 17. 1 heure plus tard, 3 véhicules de police sont stationnés devant le bâtiment. Le capitaine Claire Moretti, 45 ans, responsable de la brigade criminelle du 13e arrondissement, monte les escaliers prudemment. Elle porte des gants en latex, évite de toucher quoi que ce soit. Elle examine le contenu de la caisse. Les cassettes sont au nombre de 4. Le magnétophone semble ancien, mais relativement bien conservé. Le carnet contient des notes manuscrites, difficiles à déchiffrer à première vue. Les vêtements, un pull rouge, un col roulé gris, un morceau de tissu fleuri qui pourrait être une robe. Claire Moretti sent son pouls s'accélérer. Elle travaille dans la police depuis 23 ans, a vu beaucoup de choses, mais quelque chose dans cette découverte la trouble profondément. « Personne ne touche à rien », ordonne-t-elle. On sécurise la scène et on appelle la scientifique. L'équipe technique arrive dans l'après-midi. Ils photographient tout sous tous les angles, prélèvent des échantillons de poussière, de fibres, analysent les tâches. La caisse et son contenu sont soigneusement emballés et transportés au laboratoire de la préfecture. Le lendemain, jeudi 10 janvier, les premiers résultats arrivent. Les taches sont effectivement du sang humain, mais trop ancien pour permettre une analyse ADN complète avec les techniques standards. Les vêtements correspondent stylistiquement aux années 70.
Le magnétophone est un modèle fabriqué entre 1976 et 1980. Claire demande à écouter les cassettes. Le technicien prévient que le magnétophone est vieux, que les bandes magnétiques sont fragiles. Il transfère d'abord le contenu numériquement, avec précaution, en utilisant du matériel spécialisé. Le vendredi 11 janvier, Claire s'enferme dans son bureau. Elle insère ses écouteurs, lance la lecture de la première cassette. D'abord, un grésillement. Puis une voix féminine, jeune, légèrement tremblante. Si quelqu'un trouve ceci, nous sommes Amélie Fontaine, Sophie Leclerc et Margot Villeneuve. Nous sommes étudiantes à Paris. Aujourd'hui, c'est le 15 mars 1978. Il est environ 23 heures. Nous ne savons pas si nous sortirons d'ici vivantes. Claire se fige. Elle connaît ces noms. Tout policier parisien ayant un minimum d'ancienneté connaît l'affaire des 3 étudiantes disparues. C'est l'un des cold cases les plus célèbres de la capitale. Elle continue d'écouter, le cœur battant. La voix reprend, plus assurée maintenant. Nous voulons laisser un témoignage de ce qui s'est passé ce soir, au cas où. Margot a trouvé ce magnétophone dans un coin de la pièce. Il y avait des cassettes vierges avec. C'est un miracle. Nous allons tout raconter. Une autre voix différente, plus grave. Je suis Sophie. Nous sommes arrivés ici vers 20h30. L'adresse que Margot avait reçue. Un bâtiment qui semblait abandonné rue Nationale. Nous avons hésité, mais Margot a insisté. Nous sommes entrés. Une troisième voix, celle-ci vibrante d'émotions contenues. C'est Margot. C'est ma faute. Tout est ma faute. J'aurais dû me méfier, mais je voulais tellement t'aider. Il m'avait dit que c'était important, que nous pouvions faire la différence. Claire arrête la lecture. Ses mains tremblent légèrement. Elle doit gérer cela avec une extrême prudence. C'est potentiellement la plus grande découverte dans cette affaire depuis 41 ans. Claire Moretti convoque immédiatement une réunion avec son supérieur, le commissaire divisionnaire Alain Mercier. Elle lui fait écouter les premières minutes de la cassette. Mercier, un homme de 58 ans au visage sévère, reste silencieux pendant toute la durée. Quand l'enregistrement s'arrête, il retire ses lunettes, les nettoie lentement. « Vous réalisez ce que cela signifie ?» dit-il finalement. « Cette affaire a hanté cette préfecture pendant des décennies. Si ces enregistrements sont authentiques, et je n'ai aucune raison de croire qu'ils ne le sont pas, nous tenons peut-être enfin notre réponse. » Il décroche son téléphone, appelle le procureur de la République. Une enquête officielle est rouverte immédiatement. Claire est nommée responsable. Elle dispose de moyens considérables, une équipe de 8 enquêteurs, l'accès aux technologies les plus récentes. La première priorité est d'authentifier les enregistrements. Des experts en analyse vocale comparent les voix aux rares enregistrements existants des 3 étudiantes. Il n'y en a pas beaucoup, juste quelques interviews données par Amélie pour la radio étudiante en 1977, une vidéo amateur d'une manifestation où on entend Margot scander des slogans. Pour Sophie, c'est plus difficile, elle parlait peu en public. Les résultats arrivent après 1 semaine. Les experts sont catégoriques. Les voix correspondent avec un degré de certitude de 95% pour Amélie et Margot. Pour Sophie, c'est plus bas, 70%, mais toujours dans la fourchette de probabilité acceptable. Claire contacte Antoine Villeneuve. Il a maintenant 63 ans, les cheveux complètement blancs. Quand elle lui annonce la découverte, il reste muet pendant de longues secondes. Puis il éclate en sanglots, pour la première fois depuis des décennies. « Je peux entendre sa voix ?» demande-t-il d'une voix brisée. Claire hésite. Protocole veut que non. Mais face à cet homme qui a attendu 41 ans, elle ne peut refuser. Elle lui fait écouter les premières secondes où Margot parle. Antoine ferme les yeux, des larmes coulent sur ses joues. « C'est elle », murmure-t-il. « C'est vraiment elle. » Le dimanche 20 janvier, Claire organise une conférence de presse. L'annonce fait l'effet d'une bombe. Tous les médias français sont présents. La découverte du magnétophone fait la une de tous les journaux le lendemain. Les chaînes de télévision diffusent des reportages rétrospectifs sur l'affaire. Pendant ce temps, Claire et son équipe écoutent méthodiquement les 4 cassettes. Chacune dure environ 90 minutes. Au total, 6 heures d'enregistrement.
Les 3 jeunes femmes y racontent leur soirée avec un luxe de détails terrifiant. Claire s'isole dans une salle d'écoute spécialement préparée. Elle veut entendre l'intégralité des enregistrements sans interruption, comprendre exactement ce qui s'est passé cette nuit du 15 mars 1978. Son adjoint, le lieutenant Marc Dubernay, l'accompagne. Ils ont devant eux du café, des bouteilles d'eau et surtout le dossier complet de l'affaire originale. La première cassette commence par les présentations déjà entendues. Puis Amélie reprend la parole, sa voix tremblante mais déterminée. Nous sommes arrivés à l'adresse indiquée vers 20h30. C'était un vieux bâtiment industriel, rue Nationale. L'endroit semblait complètement abandonné. Il n'y avait aucune lumière, aucun signe de vie. Margot a vérifié 3 fois l'adresse sur son papier. C'était bien là. Sophie intervient, sa voix plus contrôlée. Nous avons hésité. Amélie voulait partir. J'étais d'accord avec elle. Mais Margot nous a supplié d'entrer. Elle disait que les organisateurs avaient probablement choisi cet endroit discret pour éviter la surveillance policière. À l'époque, beaucoup de groupes militants se réunissaient dans des lieux secrets. Margot prend le relais et on sent la culpabilité dans chaque mot. La porte n'était pas fermée. Nous sommes entrés. Il faisait très sombre. Margot, c'est moi qui parle. J'avais une lampe de poche dans mon sac. Nous avons monté des escaliers. Au 2e étage, il y avait une porte entr'ouverte. Une faible lumière en sortait. J'ai appelé, personne n'a répondu. Nous sommes entrés. Un silence. On entend des respirations. Puis Amélie reprend, sa voix maintenant chargée d'effroi. La pièce était vide. Complètement vide, juste 4 murs nus, une ampoule qui pendait du plafond, et au fond, une autre porte. Nous allions repartir quand nous avons entendu un bruit derrière nous. La porte par laquelle nous étions entrés s'est refermée brutalement. Nous avons couru vers elle. Elle était verrouillée de l'extérieur. Claire et Marc échangent un regard. Elles ont été piégées. Mais par qui? Et pourquoi? Sophie continue le récit. Nous avons crié, frappé contre la porte. Personne ne répondait. Margot était en état de choc. Elle répétait sans cesse qu'elle ne comprenait pas, que ce devait être une erreur. Amélie essayait de la calmer. Moi, j'examinais la pièce, cherchant une sortie. La voix de Margot revient, brisée. C'est alors que nous avons entendu une voix. Elle venait de l'autre côté de la porte du fond. Une voix d'homme, déformée, comme s'il parlait à travers un tissu. Il nous a dit de ne pas avoir peur, que nous ne risquions rien si nous coopérions. Il voulait juste nous poser quelques questions. Claire arrête l'enregistrement un instant. Des questions? Quel genre de questions? Marc secoue la tête, aussi perplexe qu'elle. Ils reprennent l'écoute. Amélie explique la suite. L'homme nous a interrogés pendant plus d'1 heure. Il voulait savoir tout ce que Margot avait dit à propos de ses activités militantes. Les réunions auxquelles elle assistait, les noms des personnes qu'elle fréquentait, les tracts qu'elle distribuait. Au début, Margot refusait de répondre. Puis l'homme a menacé de nous laisser enfermés ici, sans eau, sans nourriture. Margot a commencé à parler. La voix de Sophie, maintenant teintée de colère. Nous avons compris que Margot s'était retrouvée impliquée, sans le savoir, avec un groupe radical. Pas les féministes habituelles du campus. Quelque chose de plus sombre. Elle avait distribué des tracts pour eux, pensant qu'il s'agissait de matériel politique ordinaire. Mais apparemment, ce groupe était surveillé, et maintenant, quelqu'un voulait des informations. Margot reprend, sa voix à peine audible. Je leur ai tout dit, tous les noms que je connaissais, les lieux de réunion, les dates. Je pensais que si je coopérais, ils nous laisseraient partir. Mais quand j'ai fini, l'homme a ri. Un rire froid, sans joie. Il a dit que nous en savions trop maintenant, que nous ne pouvions pas sortir. Un long silence suit. On entend des sanglots étouffés. Puis Amélie parle à nouveau, et sa voix est celle de quelqu'un qui a compris qu'il va mourir. Il est environ 23 heures maintenant. Cela fait presque 3 heures que nous sommes enfermés ici. L'homme est parti. Nous sommes seuls. La pièce est froide. Nous avons exploré chaque centimètre. Pas de fenêtre. La porte du fond est aussi solide que celle par laquelle nous sommes entrés. En fouillant dans un coin, Margot a trouvé cette vieille caisse, avec le magnétophone et les cassettes. Nous avons décidé d'enregistrer tout ce que nous savons.
au cas où quelqu'un nous retrouverait un jour. La première cassette se termine là. Claire et Marc restent silencieux un moment. Elles savaient, murmure Marc. Elles savaient qu'elles allaient mourir. La deuxième cassette commence environ 1 heure plus tard, selon les indications temporelles données par les jeunes femmes. Sophie parle en premier. Il est minuit passé. L'homme est revenu. Il a ouvert la porte du fond. Nous avons vu son ombre, mais pas son visage. Il portait quelque chose sur la tête, peut-être une cagoule. Il a déposé 3 bouteilles d'eau et des sandwichs près de la porte, puis il est reparti sans un mot. Nous ne comprenons pas. Pourquoi nous donner à manger s'il veut nous tuer? Amélie intervient, une lueur d'espoir dans la voix. Peut-être qu'il a changé d'avis, peut-être qu'il va nous laisser partir demain. Nous avons décidé de manger un peu. Nous ne savons pas combien de temps nous resterons ici. Margot ajoute, sa voix plus stable maintenant. J'ai réfléchi. L'homme nous posait des questions très précises. Il connaissait des détails que seule la police pourrait connaître. Les noms complets de certains militants, les dates exactes de distribution de tracts. Je crois que c'était un policier. Ou quelqu'un travaillant pour la police. Claire sent un frisson la parcourir. En 1978, certains services de renseignement français utilisaient encore des méthodes très contestables. La surveillance des groupes politiques radicaux était intense. Des infiltrations, des opérations clandestines, cela a été documenté depuis. La cassette continue. Les 3 jeunes femmes parlent de leur vie, de leur famille, de leurs rêves. C'est déchirant d'entendre Amélie évoquer le roman qu'elle voulait écrire. Sophie mentionnait le musée qu'elle espérait diriger un jour. Margot parlait de son désir de changer le monde. Vers 2 heures du matin, selon leurs indications, elles s'endorment. On entend leur respiration lente. Puis, soudain, un bruit. La porte du fond qui s'ouvre à nouveau. Des voix. Plusieurs hommes cette fois. Ils parlent à voix basse, mais le magnétophone, probablement caché dans un coin, capte leurs paroles. On ne peut pas les relâcher. Elles en savent trop. Mais ce sont des étudiantes, des gamines, pas des terroristes. Les ordres sont clairs. Elles ont vu le réseau de distribution. Elles peuvent tout faire échouer. Merde, ça n'était pas censé se passer comme ça. Les jeunes femmes se réveillent. On entend Amélie crier. Des bruits de lutte, des pleurs, puis des coups. Des corps qui tombent. Claire ferme les yeux. Elle ne veut pas imaginer la scène, mais elle ne peut s'en empêcher. Marc a le visage livide. L'enregistrement devient confus. Des bruits sourds, des gémissements. Puis progressivement, le silence, juste le grésillement de la bande magnétique qui continue de tourner. La 3e cassette enregistre 90 minutes de silence presque complet, juste parfois des bruits lointains, des pas, des portes qui claquent, des voix indistinctes, puis plus rien. La 4e cassette reste vierge. Le magnétophone a continué d'enregistrer jusqu'à épuisement de la bande, mais il n'y a plus rien à entendre. Claire retire ses écouteurs. Elle a les yeux rouges. Marc s'essuie discrètement les joues. Ils viennent d'entendre les dernières heures de 3 jeunes femmes innocentes, victimes d'une opération qui a mal tourné. Nous devons retrouver ces hommes, dit Claire d'une voix dure. Peu importe le temps que cela prendra. L'enquête entre dans une phase intensive. Claire examine tous les dossiers des services de renseignement pour l'année 1978. Beaucoup de documents sont encore classifiés, mais le procureur obtient des autorisations spéciales. Marc épluche les archives, recherche des opérations menées dans le 13e arrondissement à cette période. Il découvre qu'en mars 1978, plusieurs groupes d'extrême gauche faisaient l'objet d'une surveillance rapprochée. Un réseau en particulier soupçonné de préparer des actions violentes. La DST, Direction de la surveillance du territoire, avait infiltré ce groupe. Claire contacte d'anciens membres de la DST, maintenant retraités. La plupart refusent de parler. Le secret professionnel, disent-ils. Même 40 ans après. Mais l'un d'eux, Georges Lemoine, 79 ans, ancien agent, accepte de la rencontrer. Il se retrouve dans un café discret du 14e arrondissement. Georges est un homme voûté, au regard fatigué. Il commande un café, allume une cigarette, malgré l'interdiction.
Je sais pourquoi vous êtes là, dit-il sans préambule. Les 3 étudiantes, j'ai suivi l'affaire dans les journaux. Quand elles ont disparu, j'ai eu des soupçons. Claire se penche en avant. Vous saviez quelque chose? Georges tire sur sa cigarette, souffle lentement la fumée. En mars 78, nous menions une opération contre un groupe qui se faisait appeler le Cercle Rouge. Des gens dangereux. Ils préparaient des attentats. Nous avions infiltré leur réseau, mais nous voulions remonter jusqu'au chef. L'un de mes collègues, Jean-Baptiste Arnoux, était chargé de récupérer des informations auprès de sympathisants périphériques. Margot Villeneuve était l'une d'elles? Georges hoche la tête. Elle ne savait pas vraiment dans quoi elle s'était embarquée. Elle pensait juste aider une cause progressiste. Arnoux devait la rencontrer, l'interroger discrètement. Mais quelque chose a mal tourné. Il était censé la voir seule. Au lieu de ça, elle est venue avec ses 2 amis. Claire sent la colère monter. Et qu'est-ce qu'il a fait? Georges écrase sa cigarette, le regard fuyant. Je ne sais pas exactement. Arnoux n'a jamais fait de rapport détaillé. Il a juste dit que les filles avaient pris peur et s'étaient enfuies, que l'opération avait échoué. Mais j'ai toujours pensé qu'il mentait. La manière dont il évitait le sujet, son comportement étrange dans les semaines qui ont suivi. Où est-il maintenant? Mort, cancer, il y a 10 ans. Mais il n'était pas seul cette nuit-là. Il y avait 2 autres agents avec lui, François Berger et Alain Dupont. Berger est mort aussi, accident de voiture en 2005. Mais Dupont est encore vivant. Claire note les noms. Vous savez où le trouver? La dernière fois que j'ai entendu parler de lui, il vivait dans le sud, à Marseille. Il a quitté la DST en 1985. Dépression nerveuse. Il n'a jamais vraiment récupéré. 2 jours plus tard, Claire et Marc prennent le TGV pour Marseille. Alain Dupont vit dans un petit appartement du quartier de Castellane. C'est un homme de 68 ans. Aux cheveux blancs clairsemés, au regard hanté. Quand Claire se présente et explique pourquoi elle est là, il devient livide. « Je savais que ce jour viendrait », murmure-t-il. Il les invite à entrer. L'appartement est sombre, les volets à moitié fermés, des photos de famille sur les murs, mais rien de récent. Il s'assoit. Dupont ne dit rien pendant un long moment. Puis il commence à parler d'une voix monocorde. Le 15 mars 78, la pire nuit de ma vie. Arnoux avait organisé un piège pour interroger la fille Villeneuve. Il pensait qu'elle pourrait nous mener au chef du Cercle Rouge. Nous devions juste lui faire peur, obtenir des informations, puis la laisser partir. Mais elle est venue avec ses amis. Arnoux a paniqué. Il a décidé de les enfermer toutes les 3, de les interroger quand même. Dans le bâtiment de la rue Nationale? Dupont hoche la tête. Un lieu que nous utilisions parfois pour des opérations discrètes, complètement abandonné. Personne ne venait jamais là. Arnoux les a questionnés. La fille Villeneuve a parlé, donné tous les noms qu'elle connaissait. Puis nous devions les relâcher. Mais Arnoux a appelé son supérieur, et l'ordre est tombé. Elles en savaient trop. Elles pouvaient compromettre toute l'opération. Claire sent son estomac se nouer. Qu'est-ce qui s'est passé ensuite? Dupont lève vers elle des yeux remplis de larmes. Berger et moi, nous avons refusé. Nous avons dit qu'on ne pouvait pas faire ça. C'étaient des étudiantes innocentes. Mais Arnoux était un fanatique. Il croyait vraiment qu'il protégeait la nation. Il a sorti son arme. Il nous a dit que si nous refusions d'aider, nous serions considérés comme complices. Il se lève, marche vers la fenêtre, le dos tourné. Nous les avons tués, toutes les 3. Arnoux en premier. Berger et moi, nous avons juste regardé. Nous n'avons rien fait pour les arrêter. C'est pareil. Nous sommes aussi coupables que lui. Marc intervient pour la première fois. Qu'avez-vous fait des corps? Il y avait une vieille cuve à acide dans le sous-sol du bâtiment. Un vestige de l'époque où c'était une usine. Arnoux, il a dissous les corps. Puis il a fait murer la pièce où nous les avions enfermés. Nous avons dispersé leurs affaires dans différents endroits de Paris pour faire croire à une fugue ou à un enlèvement. Claire doit faire un effort surhumain pour garder son calme. Le magnétophone, elles vous ont enregistré? Dupont se retourne, l'air surpris. Quoi? Il n'y avait pas de magnétophone. Nous avons tout fouillé avant de partir. Elle l'avait caché, dans une caisse, au fond de la pièce.
Nous avons 6 heures d'enregistrement. Tout. Vos voix, vos conversations, l'agression. Dupont s'effondre dans un fauteuil, le visage entre les mains. Pendant 41 ans, il a vécu avec ce secret. Maintenant, la vérité va éclater. Je voulais me dénoncer, dit-il d'une voix brisée. Tellement de fois, mais j'avais peur. Peur de la prison, peur de ce que ma famille penserait. Je suis un lâche, un meurtrier et un lâche. Claire lit ses droits à Dupont. Il est placé en garde à vue immédiatement. Le lendemain, il est transféré à Paris. L'enquête se poursuit. Les enregistrements sont analysés par des experts. Les voix sont comparées aux quelques archives sonores existantes d'Arnoux et Berger. Les correspondances sont suffisantes pour confirmer leur implication. Le scandale éclate. La presse s'empare de l'affaire. Des révélations sur les méthodes de la DST dans les années 70 font les gros titres. Le gouvernement ouvre une commission d'enquête sur les opérations clandestines de cette époque. Antoine Villeneuve est contacté par Claire. Elle lui explique tout ce qu'ils ont découvert. Il reste silencieux un long moment, puis demande une seule chose. Est-ce qu'elle a souffert? Claire hésite. Mentir serait plus charitable. Mais Antoine mérite la vérité. Oui, je suis désolé, mais elles ont été courageuses jusqu'au bout. Elles ont laissé ce témoignage pour que la vérité soit connue un jour. Margot ne voulait pas que vous pensiez qu'elle vous avait abandonné. Antoine pleure au téléphone. Des sanglots profonds. 41 ans de douleur qui s'échappent enfin. Quand il se calme, il demande encore « Leur corps, détruit. Nous n'avons rien retrouvé dans le sous-sol. Mais nous avons leur voix. Leur dernier mot, c'est quelque chose. » En mars 2019, exactement 41 ans après leur disparition, une cérémonie commémorative est organisée au Père-Lachaise. 3 plaques portant les noms d'Amélie Fontaine, Sophie Leclerc et Margot Villeneuve sont dévoilées. Antoine est présent, entouré de sa famille. Luc Chevalier a fait le déplacement depuis Rouen. Les anciens camarades de classe qui se souviennent sont là aussi. Claire prononce quelques mots. Elle parle de courage, de justice, de vérité, qui finit toujours par émerger. Les médias sont présents, films, photographies. Cette histoire a ému toute la France. Alain Dupont est jugé en décembre 2019. À 68 ans, il comparaît pour séquestration, complicité de meurtre et dissimulation de cadavres. Son avocat plaide les circonstances atténuantes, l'ordre hiérarchique, la pression, le contexte politique de l'époque. Mais le procureur est implacable. 3 jeunes femmes innocentes ont été assassinées de sang-froid. Aucune circonstance ne peut excuser cela. Dupont est condamné à 20 ans de réclusion criminelle. Compte tenu de son âge et de sa santé fragile, il purgera probablement sa peine en milieu hospitalier. Mais au moins, il y a eu un jugement, une reconnaissance officielle de l'horreur commise. Le procès révèle d'autres zones d'ombre. Des documents déclassifiés montrent que plusieurs hauts responsables de la DST étaient au courant de l'opération. Certains ont couvert l'affaire, mais la plupart sont morts maintenant. La justice ne peut plus les atteindre. Antoine Villeneuve assiste à toutes les audiences. Chaque jour, il regarde Dupont dans les yeux. Le dernier jour après le verdict, il s'approche de lui dans le couloir du tribunal. Les gardes s'interposent, mais Antoine lève la main. « Je voulais juste vous dire une chose, » dit-il calmement. « Ma sœur était quelqu'un de bien. Elle croyait en la justice, en la possibilité de changer le monde. Vous lui avez pris sa vie, mais vous ne lui avez pas pris sa dignité. Son enregistrement l'a prouvé. Elle a été courageuse jusqu'à la fin, contrairement à vous. » Dupont baisse les yeux, incapable de soutenir le regard d'Antoine. Il est emmené, disparaît dans un couloir sombre. Dans les mois qui suivent, des historiens se penchent sur l'affaire. Des livres sont écrits, un documentaire est produit pour France Télévisions. L'histoire des 3 étudiantes devient un symbole des dérives des services de renseignement, des vies brisées par la raison d'État. Le bâtiment de la rue Nationale, où tout s'est passé, est finalement démoli comme prévu. Mais avant, une plaque commémorative est fixée sur le mur extérieur. Ici, le 15 mars 1978,
Amélie Fontaine, Sophie Leclerc et Margot Villeneuve ont perdu la vie. Puisse leur mémoire nous rappeler la valeur de chaque existence. Antoine retourne parfois sur les lieux. Il reste là, silencieux, à se souvenir de sa sœur, de son rire, de ses convictions, de tout ce qu'elle aurait pu devenir. Elle aurait eu 62 ans maintenant. Peut-être aurait-elle été professeure de philosophie, peut-être aurait-elle continué à militer pour la justice sociale, peut-être aurait-elle eu des enfants. Toutes ces vies possibles, effacées en une nuit par la paranoïa et l'aveuglement idéologique. Le magnétophone cassette qui a permis de résoudre l'affaire est maintenant exposé au musée de la préfecture de police de Paris. Les visiteurs peuvent l'observer derrière une vitrine, petit objet banal qui contenait une vérité terrible. Un panneau explicatif raconte l'histoire. Beaucoup de gens s'arrêtent, lisent, réfléchissent. Amélie, Sophie et Margot voulaient laisser un témoignage. Elles ont réussi. Leur voix a traversé 41 ans de silence. Elle a parlé depuis une pièce murée, depuis l'oubli, depuis la mort. Et finalement, la justice a été rendue. Ce n'est pas le happy end qu'on espérerait. Les 3 jeunes femmes ne sont pas revenues. Leurs familles ont souffert pendant des décennies. Mais au moins, la vérité est connue. C'est quelque chose. C'est tout ce qui reste. Cette affaire nous montre que la vérité finit toujours par émerger, même après des décennies de silence. 3 jeunes femmes courageuses ont laissé un témoignage qui a traversé le temps pour que justice soit faite. Leur histoire nous rappelle aussi les dangers des dérives autoritaires, même lorsqu'elles prétendent servir l'intérêt général. Qu'en pensez-vous? Avez-vous perçu les signes tout au long de cette enquête? Partagez vos réflexions dans les commentaires. Si cette histoire vous a touché, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer les notifications pour ne manquer aucune de nos investigations. Laissez un like si ce cas vous a marqué et partagez cette vidéo avec quelqu'un qui s'intéresse aux affaires criminelles historiques. La mémoire d'Amélie, Sophie et Margot mérite d'être préservée.